Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune des consommateurs. Le droit à l'information du citoyen, du consommateur, fait partie des droits fondamentaux du citoyen. Mais force est de constater que ce dernier méconnaît ses droits. Comment amener le citoyen à prendre connaissance de ses droits? Qu'est-ce que le droit à l'information du citoyen? Est-il mieux connu de nos populations? Autant d'interrogations que nous abordons avec notre principal invité de cette émission, M. Robin Akrombessi. M. Akrombessi, bonjour. Bonjour Valentin. Lorsque nous parlons du droit à l'information du consommateur, de quoi s'agit-il exactement? Le droit à l'information du consommateur, c'est simplement cette prérogative qui est reconnue au consommateur par l'État, par les fournisseurs, comme étant ce privilège qu'il a de jouir de toutes les informations utiles, toutes les informations qui peuvent l'éclairer dans le choix d'un service, d'un produit. Et cette connaissance lui permet de faire un choix de manière consciente. C'est-à-dire qu'il fait ce choix en toute connaissance de cause et il n'aura pas à regretter le choix qu'il a fait du fait du prix, du fait de la qualité, du fait des services que peut lui rendre le produit. Droit à l'information, lorsqu'on prend ce droit, il doit être alors, c'est un domaine assez vaste. Oui, il est très vaste. En tant que citoyen, comment je fais alors pour me rendre compte que telle ou telle chose font partie de mes droits? Alors, lorsque un fournisseur doit mettre un service ou un bien en consommation, ce fournisseur lui-même est tenu de bien comprendre quelles sont les utilités du service ou du produit qu'il est en train de mettre sur le marché. Il doit lui-même avoir les informations disponibles sur le prix réel auquel le produit sera vendu sur le marché, sur son poids au besoin, sa taille, son volume, tout ce qui est caractéristique qui peuvent renseigner le consommateur. Il doit y avoir une étiquette sur le produit, de sorte que lorsque le consommateur prend le produit, il peut avoir les informations sur la nature du produit, son origine, les ingrédients qui composent le produit, le mode d'utilisation du produit, un peu comme les notices, ce qui lui permet, outre le prix, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire exactement avec ce produit. Maintenant, il n'y a que le fournisseur lui-même doit pouvoir prévenir le consommateur par rapport aux éventuels dangers, aux éventuelles difficultés que le produit peut générer pour le consommateur. Je donne un exemple. Vous prenez une boisson qui est sucrée et vous devez lire l'étiquette. Mais sur l'étiquette, on vous dit simplement il y a telle quantité de sucre. Mais on doit vous prévenir en fait en disant de ne pas trop consommer cette boisson parce que une consommation excessive de sucre peut vous créer du diabète de type 2. C'est pareil pour les matières grasses. C'est pareil pour le sel dans un certain nombre de produits en conserve. Je prends le cas d'un véhicule. Je prends une moto. Vous achetez la moto, on doit vous informer, outre le prix, outre les diverses fonctionnalités que cette moto a, vous dire si vous faites une vitesse excessive avec cette moto, vous risquez de faire un accident. Voilà les conséquences que ça peut avoir sur votre moteur. Vous devez faire la vidange à temps normal. Voilà le type d'huile à moteur que vous devriez utiliser
pour faire la vidange, le carburant qui doit aller dans votre véhicule, dans votre moto, voilà où vous devriez prendre ce carburant. Voilà le type de carburant, si c'est de l'essence, si c'est du gasoil, si c'est un autre carburant. On doit vous l'indiquer de manière claire pour que vous le sachiez. Et vous savez, tout ça est réglementé. C'est-à-dire qu'il y a la loi 2007-21 portant protection du consommateur qui le prévoit déjà en son article 12 en demandant aux consommateurs, en demandant aux fournisseurs de s'assurer que toutes les informations dont le consommateur peut avoir besoin doivent être disponibles et transmises avant l'achat. Et même au moment où l'achat est conclu, ça doit être disponible aussi pour qu'il continue d'en faire usage. Alors, nous sommes en période de fin d'année et nous savons que c'est la période de prédilection pour les esprits malins de mettre à disposition des produits qui tendent vers la fin de vie. La fin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le citoyen à comprendre ses droits par rapport à ces produits? Parce qu'il y a des qu'on arrive à Topa et que les gens changent les dates de péremption de ces produits-là. D'abord, comment faire pour amener le citoyen à comprendre ces choses et quelles sont les sanctions qui peuvent peut-être accompagner un tel acte? Il faut rappeler aussi que lorsqu'on parle du droit à l'information, il y a 8 droits au total que le consommateur a de manière globale et que ces autres 7 droits dont on n'a pas encore parlé sont des droits sur lesquels il faut renseigner aussi le consommateur. Et c'est en connaissant ces droits, en les utilisant, qu'il peut mieux exiger son droit à l'information auprès du fournisseur. Il y a par exemple le droit à la sécurité. Ce droit, il dispose que tout processus de fabrication, tout bien, tout service doivent être réalisés de manière à ce que cela ne porte pas préjudice à la santé, à la vie du consommateur, mais aussi à son équilibre financier. Je donne un exemple concernant l'équilibre financier. On vous amène à payer par exemple un forfait Internet et vous vous rendez compte que vous avez une durée de 24 heures, mais que pendant près de la moitié de la journée, au moins 12 heures de temps, vous n'avez pas accès à ce forfait-là parce que la plateforme du fournisseur n'est pas disponible. Mais ça crée un problème. Parce que si c'est par exemple pour un étudiant qui a besoin de faire une recherche, du moment où les heures disponibles où il doit étudier, il n'a pas pu utiliser le forfait, à la fin de la journée, le forfait ne sera plus disponible parce que le délai est échu. Et donc, qu'est-ce que ça va créer? Il est obligé de payer encore un autre forfait Internet pour pouvoir avoir accès à la recherche. Et il n'avait pas prévu ça dans son budget. Donc, il est obligé de dépenser une deuxième fois de l'argent, ce qui fait qu'il fait une dépense imprévue. Et c'est cette dépense imprévue qui crée ce qu'on appelle le déséquilibre financier parce que le budget n'avait pas prévu ça. Ces ressources qui auraient pu servir à autre chose, finalement, il les a utilisées pour payer du forfait une deuxième fois. Vous avez le droit au choix. Ce droit, c'est une information capitale que le consommateur doit avoir aussi parce que, à travers ce droit, l'État s'assure que dans la fourniture d'un bien, d'un produit ou d'un service, qu'il y ait plusieurs fournisseurs, au moins 2 sur le marché, de sorte que si le consommateur constate que ce qu'on lui propose auprès d'un fournisseur ne répond pas à ses attentes légitimes, qu'il puisse aller vers un deuxième fournisseur ou un troisième fournisseur afin d'identifier ce qui répond à ses attentes. Et donc, ce droit au choix est très important. Il y a le droit à l'éducation du consommateur. C'est-à-dire que on a l'habitude d'utiliser les smartphones, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre d'équipements technologiques, mais
généralement, on n'est pas formé à l'usage ou à l'utilisation de ces équipements. Donc, les fournisseurs et l'État doivent trouver des mécanismes, et les associations de consommateurs aussi, pour éduquer le consommateur sur comment est-ce qu'on utilise bien. Parce qu'un téléphone portable, un smartphone, vous remettez à n'importe qui. Oui, il peut y aller, faire des appels, manipuler. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont utiles, raisons pour lesquelles le téléphone portable coûte cher, mais que le consommateur ne connaît pas. Et donc, finalement, il paye un équipement cher qui a des fonctionnalités qui peuvent lui générer des services, mais il ne sait pas l'utiliser, donc il perd. Il y a le droit d'être entendu. Mais sur ces cas-là, qui s'en occupe? Oui, le fournisseur d'abord, il doit organiser, ce qui n'est pas souvent le cas. L'État doit prendre ses dispositions à travers les structures dédiées à chaque secteur pour le faire. Et les associations de consommateurs, si les moyens leur permettent, devraient pouvoir le faire aussi. Je reste dans le cas des smartphones dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il arrive véritablement qu'un fournisseur de services de téléphonie mobile puisse s'intéresser au consommateur final par rapport, par exemple, à la connaissance de la manipulation de toutes les fonctionnalités que présentent les téléphones? Parce que, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Oui, vous ne verrez pas de vendeurs de téléphones portables, vous ne verrez pas d'opérateurs de téléphonie mobile s'intéresser à l'éducation des consommateurs. Et pourtant, lorsque nous avons des séances de travail avec eux, nous leur rappelons toujours, plus vous éduquez les gens à être des sachants en matière de l'utilisation de ces équipements, plus vous allez gagner de l'argent. Parce qu'à partir du moment où je sais par exemple qu'avec mon téléphone portable, je peux faire du scanning, je peux scanner mes documents, je peux faire des fichiers PDF, je peux faire des traitements de tests, je peux utiliser des applications pour me rendre des services utiles, mais je vais plus consommer du forfait. Cela va de soi, parce que presque tous les services aujourd'hui sont connectés à Internet. Donc, plus j'utilise ces services, plus je connais, mais moins je les connais, moins je les utilise. Là, mais la responsabilité est partagée. Oui, eux-mêmes n'ont pas encore compris l'intelligence qu'il faut que les gens soient bien formés dans l'utilisation pour qu'eux, ils gagnent plus d'argent. Du genre, je vais aller quelque part, si j'essaie d'utiliser donc la localisation. Exactement. Vous activez la connexion Internet pour utiliser la géolocalisation. Ça vous facilite les distances. Vous allez sans vous perdre. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et l'opérateur gagne de l'argent. Mais l'État aussi gagne de l'argent. Mais là, les responsabilités, c'est-à-dire le vendeur de smartphone lui dira, bon, c'est pas trop mon rôle d'apprendre ça au consommateur. L'autre des GSM dira, bon, c'est le vendeur de smartphone qui a vendu le téléphone. Alors là, comment on arrive à situer la responsabilité dans ce cas-là? En fait, même le vendeur de smartphone devrait être heureux d'éduquer le consommateur parce qu'il devrait se dire, plus le consommateur maîtrise, mieux si j'ai une autre génération de portables qui offre plus de fonctionnalités, plus vite, parce que quand je maîtrise déjà les fonctionnalités qu'il y a sur mon téléphone, l'esprit humain est très inventif, très innovant. Donc, je vais commencer par me dire, mais j'ai besoin d'une autre fonctionnalité, je peux trouver ça où? Un autre téléphone vient, je m'y intéresse, mais je n'ai pas fini de connaître ce qui est là. Donc, en réalité, la responsabilité, c'est partagé, comme vous l'avez dit. Tout le monde devrait se sentir concerné. Nous, en tant qu'association de consommateurs, c'est important pour nous parce que quand un consommateur sait protéger ses données, parce qu'il peut installer un antivirus, il peut passer par les VPN, il peut utiliser un certain nombre d'applications qui protègent ses données personnelles, qui les sécurisent. Il sait que je ne dois pas laisser des images à caractère peu recommandable sur mon téléphone parce que plus tard, ça peut me créer des problèmes. Il sait que ces enfants ne doivent pas utiliser les smartphones n'importe comment. Eh bien, c'est pour la sécurité du consommateur et c'est bien pour l'association de consommateurs. Et c'est en parfaite intelligence que les associations de consommateurs, que l'État et les fournisseurs devraient se mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle la synergie d'action, jouer sur l'effet cumulatif pour réduire les coûts de ces formations-là, de l'éducation du consommateur et que ça profite à tout le monde. Alors, vous étiez en train d'évoquer un autre droit quand je vous avais arrêté entre-temps. Oui, le droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu, c'est ce droit, cette prérogative qu'a le consommateur de pouvoir s'exprimer lorsqu'il n'est pas satisfait pour que l'État, les structures gouvernementales, les structures étatiques l'entendent. Et en même temps, c'est cette possibilité que les consommateurs ont d'être représentés dans les instances de décision de l'État afin que lorsque des décisions doivent être prises par l'État, les représentants des consommateurs puissent opiner, donner leurs avis de sachant, donner les avis techniques d'expérience et d'expertise dans le domaine de la protection du consommateur pour que l'État ne prenne pas des décisions qui demain seront décriées par les populations auxquelles l'État veut bien rendre service. Et donc, cette présence dans les instances de décision étatiques, c'est très important. Ce n'est pas une présence dans les décisions, dans les instances de décision des fournisseurs, parce qu'on n'a rien à aller faire là-bas. Par contre, au niveau des instances de l'État, c'est normal qu'on puisse être représenté. Il y a le droit à un environnement sain. Le droit à un environnement sain, il faut que notre cadre de vie soit protégé. Il ne faut pas que nos eaux soient souillées. Il ne faut pas que des individus fassent de la miction dans les rues, c'est-à-dire ils se lèvent et ils pissent, ils se mettent à l'aise publiquement, qu'ils puissent rejeter par exemple des eaux usées, des bouts de vidange domestiques de chez lui dans les caniveaux, dans les rues publiques. Tout ça, ça ne participe pas à la protection de l'environnement. Donc, on doit travailler, les producteurs, les industriels doivent travailler à ce que les produits qu'ils mettent à la disposition des consommateurs soient des produits qui respectent les normes écologiques pour ne pas polluer l'environnement. Et il y a le droit à la réparation des torts. Ce droit, c'est un droit sacré pour le consommateur. Et cette information aussi est substantielle. Le consommateur doit savoir ça. C'est-à-dire que j'ai pris mon argent que j'ai souffert pour gagner. Même si le produit m'a été donné gratuitement, j'en bénéficie, je dois en faire un usage optimal. Et je constate que le service qui m'est rendu ne répond pas à mes attentes, ou bien le service m'a créé des dommages. Ou bien j'ai payé pour le service et on ne m'a pas rendu le service. Eh bien, la réparation des torts doit être systématique. L'État a mis sur pied un certain nombre de mécanismes dans certains secteurs. Ça n'existe pas encore dans tous les secteurs. Quand vous allez par exemple dans le secteur de la téléphonie mobile, vous pouvez vous plaindre à l'ARCEP, au régulateur, pour qu'on trouve les formules pour réparer si vous avez raison. Quand vous allez au niveau de la société d'énergie électrique, de la société d'eau, lorsque vous vous plaignez, il y a une direction ou un service qui s'occupe de recevoir vos plaintes. Ça existe chez un certain nombre de fournisseurs aussi. Mais le constat que nous faisons, c'est que les consommateurs n'en font pas usage. Oui, parce qu'ils n'en font pas usage parce que peut-être il n'y a pas d'interlocuteur de l'autre côté. Je donne un exemple. Je recharge du crédit électrique à partir de mon portable. Mais le code ne vient pas. Alors que j'ai des produits qui vont périr si éventuellement l'énergie n'était pas fournie. Il se fait que c'est le lendemain qu'on me répond de l'autre côté. Bien qu'ayant fait l'appel, bien qu'ayant fait toutes les démarches, entre-temps, tout ce que j'ai au frigo est parti. Je fais comment? Et c'est là où la réparation des torts intervient vraiment. Lorsque le service après-vente, qui est prévu par la loi 2007-21 aussi, portant protection du consommateur, lorsque ce service n'est pas rendu au bon moment et que vous avez subi des préjudices, vous formulez. Vous prenez les preuves de tout ce que vous avez subi. Vous avez les preuves que le produit n'a pas, le code n'est pas venu. Ça, c'est irréfutable. Vous filmez, vous prenez les images de vos produits qui sont gâtés. Et vous enclenchez la procédure. Les gens vont se dire, lorsque j'enclenche cette procédure, ça va mettre du temps. Ça fait appel à une notion qu'on appelle la responsabilité sociale des consommateurs. C'est-à-dire que je ne fais pas cette réclamation rien que pour moi. Je le fais d'abord pour moi, pour ce que j'ai subi. Mais je le fais aussi parce que quand j'aurai gain de cause
et que le fournisseur va se rendre compte que nous sommes un certain nombre à réclamer désormais que nous avons gain de cause, je vous garantis que le fournisseur va corriger le service qui fait défaut, de sorte qu'il n'ait plus à payer autant de préjudice. Et il faut pouvoir faire confiance à nos organisations de consommateurs pour que nous, lorsqu'on prend le dossier en cours de route, vous ne dites pas en tant que plaignant, non, c'est bon, on a fait un peu, on n'a qu'à laisser tomber. Quand vous faites ça, vous nous fragilisez. Parce que le fournisseur, lui, il est content chez lui et il se dit, bon, on vient de lui couper le bras. C'est une façon de démotiver les associations de consommateurs. Donc, faites-nous confiance. À partir du moment où vous nous avez confié le dossier, permettez-nous d'aller jusqu'au bout, qu'on obtienne réparation. Je vais vous donner un exemple. On a obtenu une réparation pour un monsieur après 3 ans par rapport à l'énergie électrique. Pourquoi? Parce que le compteur de la maison était devenu défectueux. Le compteur avait déjà fait plus de 18 ans d'utilisation. C'est un équipement qui était prévu pour faire 15 ans avant d'être amorti. Ça a fait 18 ans. Il est déjà amorti. Mais la Société béninoise d'énergie électrique a jeté le tort sur le propriétaire de la maison et les a accusés même d'avoir truqué le compteur. Et on leur a fait ce qu'on appelle un rappel de consommation. Le rappel de consommation, c'est-à-dire qu'on calcule tout ce que vous avez, vous êtes censé avoir consommé pendant cette période-là et on vous fait en plus une amende qui fait le double de ce que... Donc, le monsieur, quand il a vu la facture, il a décidé de vendre la maison. Et quelqu'un l'a conseillé en lui disant, non, va voir monsieur Robin, il va pouvoir faire quelque chose pour toi. Il nous a fait confiance, on a enclenché la procédure. Après 3 ans, l'autorité de régulation de l'électricité, l'ARE du Bénin, a demandé à la SBE d'annuler la facture de rappel et l'amende. Donc, le monsieur, il était tellement content. Et donc, on a géré plein de cas comme ça. Mais c'est en faisant ça que vous nous donnez de la motivation à faire encore mieux. Autrement dit, lorsqu'il y a une situation conflictuelle avec un fournisseur, il faut s'adresser à l'association de consommateurs. Et lorsque je vous saisis, d'abord, quel est le processus? Si j'ai subi un préjudice et que je dois revendiquer mes droits, comment je fais pour entrer en contact avec vous? La première des choses, lorsque vous avez subi un préjudice, c'est de saisir le fournisseur. Vous lui écrivez formellement. N'allez pas voir physiquement, juste pour un échange verbal. Même si l'échange verbal accompagné toujours d'un courrier. Et ce courrier, c'est la preuve de ce que vous avez enclenché une action de réclamation. Lorsque vous constatez que le fournisseur ne veut pas répondre à vos attentes, qu'il vous nargue, ou bien il fait semblant de vous servir, vous n'obtenez pas gain de cause, vous pouvez saisir l'association de consommateurs, vous nous écrivez. Nous avons notre email qui est le L comme la, V comme voix, C comme consommateur, LVC. LVC, maintenant il y a CNAC après, donc CNAC et @gmail.com, ou bien vous nous envoyez des messages à travers WhatsApp sur le 01 62 01 00 00, ça fait 4 fois 0 après, ou bien encore sur le 01 64 09 00 00. Donc, vous nous écrivez, vous nous appelez, vous posez votre problème et on intervient pour vous aider à obtenir satisfaction, ou carrément, vous venez au siège de l'association. Pour ceux qui sont dans les environs, nous sommes actuellement à Sainte-Rita, dans la rue de la Garderie, qui n'est pas loin de l'hôpital Saint-Luc, en allant vers le pont de Fifadji. Voilà. Donc, vous nous contactez et nous vous aidons à suivre la procédure de réclamation jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction lorsque vous avez raison. Alors, j'ai posé une question entre-temps, nous tirons vers la fin de l'année. Il arrive que des dames, au niveau de Tokpa, effacent
la date de péremption et corrige cela. Si, entre-temps, j'arrivais à découvrir ce poteau rose, comment je me comporte pour me faire, pour réparer les préjudices qu'on m'a causés. Mais lorsque vous constatez ça, comme j'ai dit, la première démarche toujours, c'est si le fournisseur, parce que si c'est une dame, généralement, c'est de l'informel. Donc, vous n'avez pas moyen toujours de prise sur elle. Ce n'est pas évident, à moins que vous connaissiez le lieu. Mais si c'est des rayons, eh bien, vous allez voir le supermarché, vous posez le problème. Généralement, pour éviter des ennuis, il vous remplace le produit. Mais c'est bien que vous portiez cette information à notre niveau, au niveau de la voix des consommateurs, pour que nous on puisse retourner dans le supermarché pour aller vérifier, afin de nous assurer que ces produits périmés ont été sortis du rayon, parce que je le rappelle encore, la responsabilité sociale du consommateur, c'est d'être responsable de tous les consommateurs. Donc, en tant que citoyen, simplement, si je constate qu'il y a quelque chose qui peut porter préjudice aux autres consommateurs, je dois dénoncer. Je dois informer l'association de consommateurs pour qu'une action soit menée afin que ça ne porte pas préjudice à beaucoup d'autres personnes. Je m'en voudrais qu'on termine cette émission sans évoquer la façon dont le consommateur doit se comporter pour être mieux informé de tous les services ou des produits qu'on lui présente. Comment doit-il se comporter? Bon, c'est se comporter en tant que consommateur averti, c'est-à-dire que lorsque je vais chez un fournisseur, c'est de commencer par dire la première des choses, donnez-moi toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir bien utiliser votre produit. Et donnez-moi le coût, les modalités de paiement, toutes les procédures qui concernent le contrat. Donc, la facture doit être faite pour que vous ayez les preuves. Si éventuellement il y a un problème, si vous n'avez pas de facture, vous ne pouvez aller rien revendiquer. La démarche est bloquée. La démarche est bloquée. Donc, vous demandez ces informations-là, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous avons mis sur pied un mécanisme qu'on a appelé la carte du consommateur. C'est-à-dire que c'est une carte que nous donnons à tout consommateur. Vous n'avez pas besoin forcément d'être membre de l'association. Et cette carte fait de vous un protégé particulier de la voix des consommateurs. Vous avez cette carte, vous la présentez au fournisseur. Derrière cette carte, toutes les informations sont mises pour alerter le fournisseur que ce consommateur est très protégé. Et donc, il vaut mieux le satisfaire plutôt que de l'avoir à dos avec la presse. Donc, ce fournisseur, en regardant votre carte, il comprend que... Il change d'attitude. Il change d'attitude. C'est très important. Voilà, malheureusement, le temps qui nous est imparti pour cette émission tire à sa fin. Votre mot de fin. Je vous remercie une fois de plus pour cette émission, cette tribune des consommateurs que vous offrez à nos concitoyens consommateurs. C'est sûr que nous allons travailler beaucoup à ce que les consommateurs deviennent davantage avertis, très éclairés, actifs, parce qu'ils protègent leurs droits lorsque la cause est juste et honnête. Et finalement, vous verrez que nos consommateurs, nos concitoyens auront moins peur de réclamer leurs droits. Ils auront la paix intérieure et ils pourront jouir des produits avec tout le bonheur que cela revêt. Merci à vous, Monsieur Akrombessi. Mesdames et messieurs, c'était le droit à l'information du consommateur avec la tribune des consommateurs. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute car sur notre chaîne de télévision, le meilleur reste à venir.